Le 20 sur DN Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le secteur des transports est frappé de plein fouet par la flambée du prix de l'essence de contrebande, conséquence de la fermeture des frontières nigérianes. Après la suspension de certains chefs d'arrondissement dans la commune de Ouidah, leurs intérimaires sont connus. Les citoyens regrettent les causes de cette situation. Et en interactualité, le Brésil rejette les 20 millions de dollars proposés au pays à l'issue du G7 pour combattre les incendies dans l'Amazonie. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. La flambée du prix du carburant impacte négativement le quotidien des Béninois, notamment dans le secteur du transport. Vous vous en doutez bien évidemment. Samson Oké et Romaric Devauchy ont passé cette journée avec les acteurs de ce secteur affectés par la situation. Suivant le compte rendu. Se déplacer à moto ou en voiture au Bénin est devenu depuis quelques jours une affaire de luxe. Et pour cause, la flambée brusque du prix du carburant dit de contrebande. Une situation que vivent les Béninois suite à la décision des autorités nigérianes de fermer leurs frontières avec le Bénin. Les acteurs du secteur du transport vivant au quotidien les conséquences d'une telle situation s'en désolent. C'est vraiment difficile parce que avec le temps et ce que nous vivons avec les clients, non, ce n'est pas du tout ça. L'augmentation du prix du carburant, c'est un peu déplorable. Là où on payait 100 francs, maintenant, si tu dis qu'il faut donner au moins 200, c'est difficilement quelqu'un peut te comprendre pour compléter 50 francs. Tous les passagers, si on a dit qu'on va augmenter les gens, ils ont dit que le gouvernement n'a pas augmenté l'argent de carburant à la station. Comment nous avons augmenté l'argent de transport qui ne peut pas accepter? Ici à la gare routière de Kota, dans la commune d'Abomey-Calavi, les passagers sont devenus une denrée rare. Les gens ne viennent pas voyager s'ils n'ont pas un problème très efficace pour aller voyager. Ils ne voyagent pas. Hier là, supposons hier là, c'est 2 voitures qu'on a chargées, du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui même, c'est le même. Tu as vu le cas, il n'y a pas personne, il n'y a pas de la fumée. Face à cette situation, conséquence d'une éventuelle crise économique entre le Bénin et le Nigeria, les acteurs interpellent les autorités à divers niveaux. Mon doléance envers le chef de l'État, je veux qu'il puisse aller voir son homologue Nigeria pour dire quelque chose. Sinon, ça ne marche pas du tout. C'est ça, ça ne marche pas. S'il y a des dialogues à faire entre le Nigeria et le Bénin pour que nous puissions nous sentir un peu à l'aise dans ce pays, ça nous fera beaucoup de plaisir. En attendant une solution à cette crise, dans le secteur du transport, les passagers continuent de débourser plus d'argent pour assurer leur déplacement au quotidien. Vous le savez déjà, par arrêté préfectoral, les chefs d'arrondissement de la ville de Ouidah impliqués dans des malversations financières ont été suspendus et leurs intérimaires désignés. Sur ce problème récurrent de malversation dans nos municipalités, les citoyens expriment ici leur désolation. Je pense que ce problème, il faut l'analyser sur 2 phases. La première phase, c'est d'abord la non-maîtrise du code de la décentralisation. Parce que si ces gens-là maîtrisaient le code de la décentralisation, ils n'allaient quand même pas faire certaines choses. Et si quelqu'un a été suspendu, il faut quand même reconnaître que c'est certainement dû à un problème. Et le plus récent dont on est en train d'entendre parler, c'est d'abord la corruption, c'est d'abord les détournements de fonds publics, de deniers publics. Et il est important que quand un élu local ou un élu communal détourne un fonds, il faudrait quand même qu'il soit d'abord suspendu afin de répondre devant la justice. Donc d'abord ce problème-là est très pertinent et j'apprécie déjà ce que les maires ou bien le préfet a pris comme décision. D'abord la suspension et après ceux-là doivent répondre de leurs actes. Vu cette situation qui s'est passée actuellement dans l'arrondissement, surtout dans la commune de Ouidah, vraiment c'est déplorant. Ceux qui ont été suspendus du CA, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, ce n'est pas bien. Et ils ont fait des détournements publics. Ce qui appartient à l'État, ce n'est pas pour un individu, c'est pour un État. Et ce qui est pour l'État, c'est l'État qui gère. Et ce n'est pas un seul individu qui gère. Voilà, ils sont là à faire des trucs là, à faire tout ce qu'ils veulent, en pensant que c'est pour eux. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. À mon avis, personnellement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ceux qui sont démissionnés, pas à leur volonté même, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose.
eux aussi, il y a quelque chose derrière. Et ils ont compris, c'est pourquoi ils sont démissionnés. Parce que tu ne peux pas être en train de travailler pour quelqu'un et démissionner sans rien faire. Tu as vu ton derrière et tu vois que vraiment, ça ne va pas. C'est pourquoi tu t'es démissionné. Pour les autres CA, pour ce qui concerne pour les autres CA, ça va les servir de leçon. Ça va vraiment les servir de leçon pour les prochaines trucs, la joie à venir, les prochaines années à venir, que tout ce qui est pour l'État, c'est pour l'État. Et ce n'est pas pour un individu. Les mesures de suspension sont des mesures conservatoires prévues par la loi et donc et par les tests de la décentralisation aussi, que lorsqu'il y a des problèmes, des indices de soupçons de corruption comme ça, on peut suspendre l'autorité communale ou bien sous-communale d'abord ou d'arrondissement en attendant que les procédures judiciaires soient établies. Donc, et les démissions aussi, ce sont des actes, n'est-ce pas, de responsabilité. Nous n'avons pas l'habitude d'enregistrer ces gens de cas chez nous, donc ça peut choquer ou frustrer, mais c'est normal qu'un citoyen, lorsque vous êtes soupçonné d'un certain nombre de faits, que de façon délibérée, vous puissiez démissionner, afin de permettre à la justice de faire son travail et que la vérité puisse se manifester. Cap à présent sur la Révive où les travaux d'asphaltage continuent, contrairement à d'autres chantiers qui piétinent. La cité résidentielle Révive a été également impactée par les travaux d'asphaltage lancés dans la ville de Cotonou. Des travaux qui changent le visage d'un quartier autrefois caractérisé par des rues avec des nids de poules et des eaux stagnantes par endroits. Une situation qui rendait difficile l'accès aux bureaux et aux domiciles pour les usagers. Ce que je vois, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et que je vois que si ça continuait comme ça, ça serait bien pour le pays. Bon, les travaux se déroulent normalement et nous en sommes très heureux. Que ça continue, oui, c'est bon. C'est très bien. Nous nous réjouissons de cela d'ailleurs. Les travaux qui se déroulent, c'est bon, puisque c'est une zone la plus belle, il faut dire, de notre pays, où les étrangers, la plupart des étrangers viennent. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un peu mal dedans, c'est que c'est un peu tard, ce travail-là qu'ils sont en train de faire. On devrait faire ça là depuis. Donc disons merci parce que c'est fait aujourd'hui, ça a changé un peu l'image de notre pays. Des travaux qui sont presque achevés devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour ce qui est des autres rues, tout se déroule également bien. Cependant, Idriss Daouda, enseignant au CEG l'Océan, pose un problème. Ça a commencé depuis l'année scolaire et nous avons constaté qu'il y a eu vraiment des empêchements, c'est-à-dire des fois ça nous empêche de venir au cours, des fois on est au cours et c'est des bruits par-ci. À un moment donné, je quitte même la salle. Je vais m'asseoir à la salle de professeur à cause des bruits. Bon, maintenant nous sommes en vacances, ça continue, c'est bien, mais il faudrait qu'on se dépêche parce que la rentrée c'est dans 2 ou 3 semaines. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec ça. À un moment donné, on a fermé l'accès même du collège. Et on ne voudrait pas assister à ça à la rentrée scolaire. Un problème qui mérite qu'on s'y penche pour le bien des enseignants et des élèves, car cela pourrait avoir un impact sur le rendement des apprenants. Ce samedi 24 août 2019, il s'en est allé à l'âge de 72 ans. Kofi Gao a définitivement tourné dos de corps à ce monde. Artiste, plasticien et comédien, celui qui restera désormais vivant que dans nos mémoires à travers ses multiples œuvres, tire sa révérence en laissant de lui une image de marque. Polyvalence, il était à lui seul comédien, dramaturge, cinéaste, plasticien, tapissier, sculpteur et auteur. Le réalisateur Serge Yehou nous parle ici de l'homme qui a été l'acteur principal de son film Guelou. Je dis bien, elle me plaît. On n'entendra plus cette voix rauque et singulière propre à lui. Kofi Gao, 72 ans de vie sur terre, mais il aura marqué les esprits. Artiste plasticien, sculpteur, l'on retient de lui sa polyvalence. Quand son chemin croisa celui de Serge Yehou, le réalisateur du film Guelou le précipice fit de lui un roi dictateur. Gare à vous, gare à celle qui va respecter. Vous savez bien
que j'ai droit de vie et de mort sur tous les citoyens de ce village. Laisse-moi, toi aussi, tu as failli à ta mission. Allez-vous-en, disparaissez de ma vue. Je l'ai côtoyé par un simple hasard. Lors de notre casting, on cherchait la personne qui allait vraiment incarner la personne du roi. Un roi charismatique. Fidèle Anator m'a dit voilà, qu'il connaît un personnage qui peut vraiment répondre à ce que nous voulons. Donc il m'a orienté vers Kofi Gaou. Serge Yehou nous parle de sa première surprise agréable en dépit des préjugés sur l'homme. C'est vrai que de loin, je voyais quelqu'un de très fermé, quelqu'un de pas du tout ouvert. Donc j'avais un peu la peur d'aller le rencontrer. Mais quand j'ai pris mon courage à deux mains pour le rencontrer, j'ai rencontré un homme vraiment plein d'humanisme. Déjà, pour aller à Dassa, puisqu'on on devrait déplacer toute l'équipe sur Dassa, et il a pris sa propre voiture. Il m'a dit, Serge, tu vois, moi je voudrais même pas que tu te gênes pour mon déplacement. Hein. Donc il a pris l'essence lui-même dans son véhicule, il a fait le déplacement, il a même fait, il nous a aidé à faire déplacer un certain nombre de comédiens également à ses propres frais. Créateur et fondateur de la troupe de théâtre Zama Ara, Kofi Gaou a plus que comblé les attentes du réalisateur dans son rôle d'acteur principal de la production Guelou le Précipice. Au moment où toute l'équipe technique, presque tout le monde était fatigué, sentait la fatigue, Kofi Gaou avait l'énergie à insuffler à toute l'équipe. C'est un homme, quand vous ne le côtoyez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est un travailleur, c'est un combattant, c'est un guerrier. Quand il veut faire, il se donne les moyens de réaliser ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il a été pour nous sur ce tournage. Qu'on me l'amène ici, mort ou vif, ce bâtard. Serge Yehou reconnaît les mérites de ce grand acteur. À un moment donné, le cadreur pensait que non, le vieux, on ne devrait pas le déranger à cette heure-là, il fallait le laisser et remettre la scène à plus tard. Mais c'est lui qui disait plutôt au cadreur, est-ce que ta fatigue, tu ne veux pas mettre ta fatigue sur mon dos? On n'a pas su mettre à sa disposition les moyens qu'il faut pour qu'il puisse faire éclore tout le talent qui sommeillait en lui. Mais malheureusement, certainement qu'on ne le comprenait pas trop. Il est parti. Kofi Gaou est parti depuis le samedi 24 août 2019, mais un roi ne meurt pas. Vive le roi, salut l'artiste. En interactualité, fin du sommet du G7 à Biarritz en France, le président français Emmanuel Macron a fait le point des échanges. On l'écoute. Nous réunirons en septembre une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement en format Normandie. J'avais commencé cette discussion avec le président Poutine à Brégançon il y a une semaine, quasiment heure pour heure, qui souhaitait aussi qu'on puisse avoir une telle réunion. Et j'avais eu au téléphone le président Zelensky, que le ministre a pu avoir aussi pendant ce sommet, qui a confirmé cette intention. Parce que nous pensons que les conditions sont réunies pour avoir un sommet utile au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Je crois qu'il y a eu une discussion qui a permis de dégager le fait que tant que certaines situations, comme ce qui s'était passé au Royaume-Uni, et surtout tant que la crise ukrainienne n'était pas réglée, il n'était pas opportun d'officialiser un retour au G8. Ces discussions se poursuivraient, mais dans le même temps, nous avons aussi tous acté qu'il était important de parler à la Russie, parce qu'elle était au cœur de toutes les crises régionales. Et enfin, nous avons échangé sur Hong Kong. Sur ce point, nous avons acté aussi d'un message très clair. Le G7 réaffirme l'existence et l'importance de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong Kong et appelle à éviter les violences. Et sur ce point, il était aussi important, tout particulièrement, compte tenu aussi des accords qui ont été signés historiquement entre la Grande-Bretagne et la Chine, que ce qui a été acté entre ces deux puissances soit pleinement respecté et que la situation soit véritablement maintenue sous contrôle. Et puis, je vous le disais en titre, le Brésil a rejeté les 20 millions de dollars proposés au pays à l'issue du G7 pour combattre les incendies dans l'Amazonie avec l'envoi d'avions bombardiers d'eau supplémentaires pour éteindre les feux dans la forêt. Pour le président brésilien, Emmanuel Macron doit d'abord retirer ce qu'il qualifie d'insulte.
20 millions de dollars pour mettre fin à un incendie toujours en progression. Le Brésil n'en veut pas. Le chef de cabinet de Jair Bolsonaro a snobé cet appui financier tout en critiquant la démarche française. Nous vous remercions, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe. Macron n'arrive même pas à éviter un incendie prévisible dans une église qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et il veut nous donner des leçons pour notre pays ? Il a beaucoup à faire chez lui et dans les colonies françaises. Même son de cloche du côté du président brésilien, qui s'est interrogé sur les motivations des pays du G7. Macron a offert de l'aide des pays riches pour l'Amazonie. Qui propose son aide lorsque ce n'est pas pour une personne pauvre, sans attendre quelque chose en retour? Pourquoi ont-ils un œil sur l'Amazonie? Qu'est-ce qu'ils en attendent depuis si longtemps? Hier, le ministre brésilien de la Défense a assuré que les incendies étaient sous contrôle et que 2500 militaires avaient été déployés. Des pluies ont également été signalées dans plusieurs des régions concernées. Pourtant, dans cette forêt considérée comme le poumon de la planète, le feu continue de progresser. En France, le traditionnel discours d'ouverture de la conférence des ambassadeurs qui marque la rentrée annuelle des diplomates s'est déroulé cet après-midi à l'Élysée. Emmanuel Macron y a longuement évoqué le cas de la Russie. Recréer une civilisation européenne. Emmanuel Macron a plusieurs fois martelé cet objectif devant les ambassadeurs et ambassadrices de France. Un objectif qui, selon le chef de l'État, ne peut se faire qu'en repensant le lien avec la Russie. Nous sommes en Europe. Et la Russie aussi. Et si nous ne savons pas, à un moment donné, faire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons avec une tension profondément stérile, nous continuerons d'avoir des conflits gelés partout en Europe, nous continuerons à avoir une Europe qui est le théâtre d'une lutte stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, et au fond avoir les conséquences toujours de la guerre froide sur notre sol. Et nous ne créerons pas les conditions du projet profond de recréation de la civilisation européenne que j'évoquais tout à l'heure. Pousser la Russie loin de l'Europe est une profonde erreur stratégique. Parce que nous poussons la Russie soit à un isolement qui accroît les tensions, soit à s'allier avec d'autres grandes puissances comme la Chine, ce qui ne serait pas du tout notre intérêt. Pour Emmanuel Macron, la France doit non seulement reprendre la main, mais aussi retrouver un rôle d'acteur dans les grands dossiers géopolitiques. Il s'agit de sortir des conflits gelés sur le continent européen. Il s'agit de repenser ensemble la maîtrise des armements conventionnels, nucléaires, biologiques et chimiques. Parce que regardez la situation dans laquelle, de fait, nous sommes plongés. Nous sommes dans une Europe où nous avons laissé le sujet des armements à la main de traités qui étaient préalables à la fin de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que c'est ça, une Europe qui pense son destin et le construit? Pour ma part, je ne crois pas. Donc il faut avoir ce dialogue avec la Russie. La fin du traité FNI nous oblige à avoir ce dialogue, parce que les missiles reviendraient sur notre territoire. Troisième sujet, il nous faut ensemble penser une stratégie spatiale. D'ailleurs, dans notre histoire, nous avons su le faire. Et sur le sujet spatial, que je sache, nos principaux alliés ne sont pas américains. Il nous faut ensemble penser une stratégie sur le cyber. Nous en sommes très loin. Aujourd'hui, les attaques sont quotidiennes. Mais il faut pouvoir s'en exposer sur la place publique, sans naïveté, échanger sur ce point. Sans relâche, essayer de reconstruire un agenda de confiance. À ceux qui émettent encore des doutes, Emmanuel Macron leur demande de ne pas céder aux provocations et de continuer à explorer les voies de rapprochement. Il faut offrir à la Russie une option stratégique. La Russie a maximalisé, dans le contexte actuel, tous ses intérêts. Elle est revenue en Syrie, elle est revenue en Libye, elle est revenue en Afrique, elle est dans tous les sujets de crise, par nos faiblesses ou nos erreurs. Mais est-ce que cette situation est durable ? Je ne le crois pas. Et si j'étais à la place des Russes, ce qui est toujours la question que nous devons nous poser, je m'interrogerais. Parce que cette grande puissance, qui investit beaucoup sur son armement, qui nous fait si peur, a le produit intérieur brut. Toutes nos excuses pour les désagréments portés à votre attention par ce sujet, eh bien, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.